Il y a plus de 600 ans, le célèbre peintre chinois Huang Gongwang a créé l'une des peintures les plus célèbres de Chine en s'inspirant des vues imprenables autour de la rivière Fuchun. Plus de 6 siècles plus tard, la rivière accueillera certaines des compétitions les plus spectaculaires et les plus engagées des 19e Jeux asiatiques. Le centre des sports nautiques de Fuyang a été construit d'un côté de la rivière. 3 compétitions des 19e Jeux asiatiques, l'aviron et la course de vitesse et le slalom en canoë-kayak se dérouleront au centre en septembre. Les couloirs de compétition peuvent mesurer jusqu'à 2 km de long, ce qui rend difficile la surveillance de la situation uniquement par des yeux humains. Une plateforme numérique a été mise en place pour permettre un contrôle en temps réel de chaque recoin du site, servant de cerveau au centre. Nous avons 14 canaux de surveillance qui contrôlent les voies de compétition. Grâce à des algorithmes intelligents, s'il y a un croisement ou si quelqu'un tombe dans l'eau, l'information sera immédiatement transmise en coulisses et le personnel de sécurité s'en occupera à temps. Achevé il y a environ 2 ans, le centre a déjà accueilli plusieurs compétitions nationales. Pour ceux qui souhaitent s'initier à la rame pendant les Jeux asiatiques, 2 kayaks seront placés dans l'auditorium pour les visiteurs désireux de s'immerger dans l'expérience des athlètes professionnels. En enfilant un casque de réalité virtuelle, vous aurez exactement la même vue que les athlètes professionnels pendant la compétition. De plus, la vitesse et l'angle changent au fur et à mesure que vous ramez. Nous avons passé plus de 2 semaines à capturer les images de la rivière avec un drone spécialisé dans la réalité virtuelle. Après la capture, la scène était remodelée par le moteur Unreal grand public pour garantir la même perspective que les athlètes pendant l'expérience. Il a fallu environ 2 ans pour achever la construction du site. Des outils numériques sont utilisés dans tous les domaines pour renforcer l'événement. D'une part, cela permettra d'assurer la sécurité des compétitions et d'autre part, cela offrira une expérience immersive au public. Les billets pour les 3 compétitions ont déjà presque tous été vendus, alors que des milliers de spectateurs se réjouissent par avance d'assister à la remise de pas moins de 30 médailles d'or. Tous les matins à 9 h, une foule nombreuse se rassemble ici, attendant d'entrer au centre de coopération frontalière internationale Chine-Kazakhstan à Orgos. Parmi eux figurent des marchands, des touristes et ceux qui viennent rencontrer des membres de leur famille ou des partenaires commerciaux. Le centre de coopération frontalière internationale Chine-Kazakhstan s'étend sur une superficie de 5 à 6 km² le long de la frontière entre les 2 pays. Les résidents chinois peuvent entrer dans la zone de coopération en présentant leur passeport ou leur carte d'identité, ce qui rend le processus très pratique. Les marchandises provenant d'Asie centrale sont très prisées ici. Hu Chunmei possède une boutique hors taxe dans la zone de coopération qui vend principalement des cosmétiques et des produits de première nécessité. Pour le commerce en vrac de ces vins, le taux d'imposition est de 47,5%. Ici, les exportations et les importations sont exonérées de taxes. Il s'agit donc d'une double exonération. La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur l'activité des boutiques hors taxes. Le gouvernement local a réagi en introduisant des politiques d'allègement fiscal et de réduction des loyers. Pendant la pandémie, l'environnement commercial est devenu beaucoup plus calme. De nombreuses entreprises sont parties. Au début, j'étais inquiète quant à la reprise du marché. Cependant, au cours des derniers mois, les choses sont revenues à la normale. L'afflux de marchandises a repris et le trafic piétonnier est revenu à environ 50% de son niveau antérieur. Nous nous rétablissons progressivement et restons confiants. À l'intérieur de la zone de coopération, des marchands de divers pays d'Asie centrale se rassemblent. Les produits de première nécessité et de petites marchandises sont particulièrement prisés. De nombreux commerçants achètent des marchandises ici, puis les expédient par la poste. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un appareil de navigation pour voiture et un téléphone, c'est tout.
En fait, je suis venu ici pour rendre visite à des amis. Le Kazakhstan est la porte d'à côté. Et je suis venu ici pour rencontrer des amis aussi. Nous venons d'Almaty, mais nous venons ici une fois par mois, parce que nous ne sommes autorisés à transporter des marchandises d'ici vers le Kazakhstan qu'une fois par mois. Nous ne pouvons donc venir qu'une fois par mois. En général, les prix et la qualité sont bons. Tout est très bien ici. Le seul problème, c'est qu'il faut absolument transporter les marchandises d'un côté de la frontière à l'autre. Le rôle de la zone de coopération a mûri au fil du temps, couvrant le commerce, le tourisme, les affaires et les activités culturelles. Depuis le début de l'année 2023, le centre a déjà accueilli plus de 2 millions de visiteurs. La Chine et les États-Unis ont exprimé leur soutien à la création d'un meilleur environnement commercial. C'est l'un des points forts de la réunion bilatérale qui s'est tenue lundi entre le ministre chinois du Commerce et son homologue américaine, Gina Raimondo. Nous sommes prêts à travailler avec Washington pour favoriser un environnement politique plus favorable à la coopération entre les entreprises des deux pays, pour soutenir le commerce et les investissements bilatéraux de manière stable et pour insuffler un élan plus fort à la reprise économique mondiale. Cette volonté a également été relayée par Mme Raimondo, qui a fait passer le message de l'administration Biden selon lequel les récentes restrictions imposées par les États-Unis aux investissements américains dans les entreprises chinoises sont étroitement ciblées et ne visent pas à se découpler de la Chine. La grande majorité des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays n'est pas liée à des questions de sécurité nationale. Nous sommes déterminés à promouvoir le commerce et l'investissement dans nos deux intérêts. Juste avant le voyage de Mme Raimondo, le département américain du commerce a levé les restrictions imposées à 27 entreprises chinoises, les retirant d'une liste qui leur interdisait auparavant d'acheter à des fournisseurs américains. Cette mesure est généralement considérée comme un geste de bonne volonté. Mme Raimondo est le 4e haut responsable américain à se rendre en Chine au cours des 3 derniers mois, après le secrétaire d'État Anthony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'envoyé pour les questions climatiques John Kerry, qui ont tous quitté la Chine sans avoir obtenu de résultats concrets ou tangibles. Mais, comme l'a dit Mme Raimondo à propos de son voyage, ils veulent établir une relation commerciale stable et une communication régulière et au cœur de celle-ci. La nouvelle a été annoncée par la Commission européenne. Les installations de stockage de gaz en Europe sont remplies à 90% de leur capacité. Cela permettra de garantir l'alimentation en électricité du continent cet hiver. Un objectif atteint 2 mois et demi avant l'échéance du 1er novembre fixée par les 27. L'UE veut réduire drastiquement sa dépendance au gaz russe. Cela a modifié la structure du marché, selon ce spécialiste des questions énergétiques. Bien, le marché est structuré en 3 pôles régionaux. Vous avez le pôle Asie, avec la Chine qui est le principal consommateur. Et puis, vous avez autour de la Chine le Japon et la Corée du Sud qui sont des gros consommateurs de gaz naturel liquéfié. Vous avez de l'autre côté l'Europe. Alors l'Europe était structurée sur finalement du gaz russe pas cher et du gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc on n'a plus ce gaz russe pas cher et donc l'Europe est devenue un marché premium. On est aujourd'hui obligé de payer plus cher notre gaz que l'Asie pour pouvoir l'attirer vers nous. Et puis le 3e pôle, c'est les États-Unis. Avant le conflit en Ukraine, l'UE achetait 40% de son gaz à la Russie. Le gaz gazeux russe représente désormais 7% de la demande européenne. L'Europe s'est reportée sur le gaz naturel liquéfié, le GNL. Les importations ont bondi de 60% en 2022. Et pour passer l'hiver sereinement, l'UE dépend donc de son approvisionnement.
Mais d'autres risques, comme la météo et le contexte géopolitique, doivent être pris en compte, selon cet expert des marchés de l'énergie. L'inconnu principal qui reste, c'est la question de la météorologie. C'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand il y a un élément que l'on ne peut pas maîtriser, il faut évidemment se placer dans la situation la pire possible. La situation la pire étant d'imaginer un hiver 2023-2024 qui serait froid. Deuxième inquiétude, la Russie. Il y a encore du gaz russe qui arrive en Europe, mais beaucoup moins qu'avant. Question donc pour l'hiver 2023-2024, y aura-t-il un peu de gaz russe, très peu de gaz russe ou pas du tout de gaz russe? Et selon que l'on est à un peu ou pas du tout, cela fait une différence en termes d'approvisionnement. Et puis, troisième élément, c'est la conjoncture économique mondiale. Les Européens cherchent à diversifier leurs fournisseurs et leurs sources d'approvisionnement, notamment renouvelables. Objectif, atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Comme à l'accoutumée, le président de l'Union des Comores, accompagné de la première dame, a pris part à la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien qui a eu lieu dans le stade Mahamas Naplena Kraki. Le couple présidentiel, installé à côté du président malgache et de sa femme, quelques membres du gouvernement comorien et les membres du COSIC, dont son président Ibrahim Mohamed et de son SG Hilmi Aboud. Tout a été vraiment bien organisé. La cérémonie a été vraiment grandiose. Les différentes délégations ont fait leur défilé traditionnel avec leur drapeau à la main, accompagnés au rythme de chansons symbolisant leur nation. Toutes les îles ont pu défiler, et particulièrement les Comores quand même, ils ont brillé parce qu'ils ont été enthousiastes, ils étaient vraiment motivés. Donc j'espère que la suite des événements va se dérouler dans de bonnes conditions et ça va nous amener à gagner beaucoup de médailles, Inch'Allah. Mais une bousculade inattendue a eu lieu à l'extérieur du stade et a causé la mort d'une dizaine de personnes. On a su qu'il y a effectivement des bousculades et qui ont causé des pertes humaines. On ne peut que, comment dirais-je, exprimer notre vraiment désolation et notre chagrin par rapport à ce qui s'est passé. Après la cérémonie d'ouverture, actuellement place au jeu pour nos athlètes pour tenter de recueillir des médailles. Il était 12h50 lorsque la délégation fut arrivée au palais de Beit Salam avant de quitter à 13h28 vers l'aéroport. Le ministre des Affaires étrangères évoque un soutien de la candidature d'Arabie Saoudite à l'exposition. Il est question aujourd'hui encore une fois du soutien des Comores envers la candidature de l'Arabie Saoudite sur l'Expo 2030. Et aujourd'hui nous sommes encore là pour réaffirmer notre engagement et notre soutien sans faille, notre soutien, mais aussi notre engagement derrière la candidature de l'Arabie Saoudite au niveau de l'Expo 2030. Et nous sommes là avec son Excellence qui était venue nous rendre visite et nous avons ensemble partagé cette vision, pourquoi l'Expo en Arabie Saoudite, quels sont les bienfaits de cette exposition et nous nous sommes encore rendus compte que c'est une exposition qui va être utile pour le monde arabe, pour l'Afrique. En effet, sachant très bien que la relation diplomatique et les accords bilatéraux entre les deux pays, le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Union des Comores, visent pour le développement des Comores. Les fruits de cette délégation s'annoncent promoteurs pour l'Afrique et le monde arabe.
Et c'est pour cela que nous appelons encore une fois à l'ensemble des pays, des 55 nations de l'Union africaine de soutenir cette candidature, parce que c'est la candidature aussi de l'Afrique, c'est la candidature du monde musulman. Et nous serons très fiers, et nous y croyons que nous serons bien évidemment à cet expo en Arabie Saoudite en 2030 ensemble. C'est la 3e fois que le conseiller du roi d'Arabie Saoudite soit envoyé en mission spéciale aux Comores. Une fois, il occupait la fonction du ministre d'État chargé d'Afrique. Ses précédentes visites entraient encore dans le cadre de renforcer les relations diplomatiques entre les deux États. La dernière visite du Tchèque Ahmed Ben Abdelaziz se remonte avant le mois de Ramadan dernier.